constant. Il ne fait pas des hypothèques à brossard, c'est un petit peu trop loin, puis il ne veut pas nécessairement se déplacer. Juste pour vous dire, le nombre de courtiers qui se déplacent, par exemple, est quand même assez minoritaire. C'est pas une majorité en fait, de courtiers qui se déplacent. Il y en a beaucoup qui sont... il y en a des courtiers en fait, qui ne se déplacent pas, qui demandent aux gens de juste venir à leur bureau. Donc ça fait en sorte que ça restreint encore davantage le marché dans l'endroit où est-ce que les gens travaillent. C'est vraiment comme le modèle qui était là. Nous, on est arrivé. Puis notre mentor, c'est un des fondateurs d'Hypothéca, Serge Morvan, qui lui était clairement un gars des années 80. C'était un gars qui avait des publicités vraiment dégueulasses. Dans le sens que c'était des designs, des graphiques qui étaient vraiment tirés de notre époque, avec des modèles de flyers envoyés, etc. Et c'était ça le modèle, quand nous, on est embarqué dans ce modèle. Avec très peu de succès. Pourquoi? Parce que c'est la durée dans le temps qui a un effet. La durée dans le temps qui a un effet, ça veut dire que plus tu es là longtemps, plus les gens disent « Ah, ben oui, ton bureau est là, fait que quand je passe tout le temps, faut que je m'en vais chez Tim, par contre, il est là, j'arrête là. » Fait que c'est un modèle qui est très différent de celui que nous avons. Puis, on est arrivé, on dit « Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent pour faire ce modèle. » On n'a pas réussi. On a essayé de faire ça, on a fait de l'argent à notre mère, on a mis de l'argent dans des flyers, on a fait des clients, on a fait quoi d'autre? On a fait des accroches-portes, on a fait plein des cartons, plein de marques de même. Ça a donné absolument rien après comme un euro, c'est même pas remboursé. Puis on avait l'air de deux tatars qui faisaient du porte-à-porte en attendant des clients, des accroches-portes. Mais on l'a essayé, on a fait le test comme le test que... Puis c'est encore le modèle qui est diffère en fait chez Hypothéca. C'est dire, va faire du porte-à-porte. Ça va voir que, un homme que je fais le coup, disant encore au monde, hey, faites du porte-à-porte, faites 10 portes par jour. Je pense que c'est ça que tu peux dire. Faites 10 portes par jour, puis à la fin de votre année, il va y avoir du monde qui vont vous avoir. Moi, si, mettons, je me fais solliciter par un dentiste, hey, regarde, je suis un super bon dentiste, je suis pas sûr que j'irai me faire soigner là-bas. Tu sais, c'est mettre il y a un modèle, en fait, par rapport à ça qui est détaché de ce que les démarches ont donné. Je vais en parler un petit peu après du professionnalisme, mais il y a un aspect de ça que moi, je n'apprécie pas. Puis j'en ai le nom. Donc, on a essayé quand même, et puis on s'en allait vers la fin, on s'en allait vraiment abandonner. Puis en 2011, on a commencé à une autre approche. On a commencé avec un modèle de lead generation, on a commencé avec un modèle de data, un modèle où on bâtissait des bases de données. Puis avec très peu de succès. Et puis c'est en regardant ce qui se faisait principalement en immobilier qu'on est arrivé à ça. On est dans l'immobilier, donc depuis le début, mettons à la mi des années 2000, il y a un courtier immobilier qui s'appelle Craig Proctor, qui est un gourou en immobilier, qui était le numéro 1 de Remax au Canada, qui avait décidé de prendre ses services, les packager, les vendre. Les vendre à d'autres courtiers immobiliers. À peu près, quand vous voyez les publicités de courtiers immobiliers, il y a des publicités qu'on le sait que c'est lui, parce que c'est son modèle à faire. C'est un modèle basé sur d'aller chercher des leads, après ça de bâtir une équipe et de redistribuer. Fait que ce modèle-là, quand même, nous a intéressés parce qu'il n'y avait pas rien qui se passait comme ça en hypothèque. Donc, même si l'immobilier, vous allez voir, c'est pas toujours nos amis favoris, ça reste que ce modèle-là était quand même inspirant parce qu'on faisait quelque chose qui était assez ressemblant. On s'entend que entre du courtage hypothécaire et du courtage immobilier, il y a des gros liens. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer ce genre de modèle? En 2014, en fait, ça a vraiment explosé. Donc, ça a été notre année où on a fait vraiment une année de folie. Puis on a pris des gros steps de ce temps-là. Le principe, en fait, qu'on a mis en place, c'est assez simple. Nous, en fait, c'est pas le modèle de Craig Proctor, parce que, comme je dis, on n'a pas, déjà abonné, on n'a jamais rien fait. Mais le principe est le suivant. On a pris toutes les tâches qu'on faisait. Maintenant, on a mis 100 tâches. Mettons que faire le travail, mettons se lancer en affaires dans le courtier hypothécaire. Si on déshabille toutes ces tâches-là, admettons, il y en a 600. Là, on a dit, quelles sont les tâches qui sont essentiellement du courtage hypothécaire? Est-ce que c'est quand on va faire du porte-à-porte, quand on va mettre des accroches-portes, quand on lèche des teintes et qu'on les met sur des enveloppes? Il y avait des fois que, moi, je me souviens d'une époque où il n'y avait pas de teinte autocollant. Parce qu'il fallait que tu liches les maudits teintes. Parce que je me rappelle d'avoir magasiné, tu sais, les rouleaux qu'il y avait là, c'est un rouleau en céramique de haut, là, tu passais ton temps. Je me rappelle d'avoir magasiné ça parce que je dis, j'ai la lame en feu. Puis, ça faisait partie des tâches. Parce que tu envoies des lettres à ta clientèle, tu envoies des lettres à tes prospects, tu envoies des lettres pour faire de la prospection, peu importe. Fait que tu dis, est-ce que ça fait partie des tâches essentielles au courtage hypothécaire? Fait qu'on a tous déshabillé toutes les tâches que nous faisions
en tant que courtier à 100% autonome. Donc, on parle du début des années 2010, 11, 12, dans ce point-là. Donc, on a toutes établi ces tâches-là. On a dit, bon, qu'est-ce qui est les tâches de courtier hypothécaire? Quelles sont les tâches pour des employés? Donc, vous m'avez souvent entendu dire qu'il y a des tâches qui valent 15 $ de l'heure, il y a des tâches qui valent 25 $ de l'heure, il y a des tâches qui valent 100. Et on s'est dit, parfait, est-ce que chez les tanks, ça vaut 100 $ de l'heure? La réponse est évidente, c'est non. Même si c'est la langue la meilleure, la plus belle langue du monde, c'est quand même une tâche qui ne représente pas une tâche à 100 $ de l'heure. Dans une perspective de courtage, on s'est dit, le courtier, il y a des aptitudes qui sont difficiles à aller chercher, qui sont difficiles à reproduire. Pourquoi? Parce que ça prend du gosse. Ça prend du gosse de devenir travailleur autonome. Ça prend le gosse de se lancer. Et au-delà de ça, ça prend également le gosse d'aller devant des clients, devant des inconnus. Aller, on va aller chez les gens, aller cogner à une porte, aller voir un client à 9 h le soir, puis ne pas connaître les gens, arriver puis casser leur routine pour leur parler d'un sujet qui, habituellement, ils n'ont pas vraiment beaucoup de passion pour ça. C'est rare, les gens disent, j'ai vraiment hâte de parler d'hypothèque. Souvent, on fait des blagues avec ça, l'hypothèque, les assurances, les préarrangements funéraires, c'est vraiment les sujets les plus plates à parler. On fait des blagues avec ça, mais on essaie de vraiment des choses intéressantes. Et au-delà de ça, il y a tout l'aspect de négociation, l'aspect stratégique, l'expertise, l'aspect comment on va faire les choses. Donc, ça prend une expertise, ça prend des qualités qui sont vraiment élaborées. Ces qualités-là, est-ce qu'on est pour les gâcher, en guillemets, avec le fait de lécher des thèmes, avec le fait d'aller faire de la prospection, d'aller faire des 5 à 7 dans des chambres de commerce pour absolument rien, aller se lever à 5 h le matin, aller dans un groupe réseau pour aller envoyer, est-ce que ça vaut ça? Donc, quand on s'est posé la question, on s'est dit absolument pas. On a détaché toutes ces tâches-là, une par une. On a dit, parfait, voici les modèles qu'on va voir exercer. Pour la petite histoire, on a embauché une ancienne adjointe, une ancienne analyste bancaire comme première employée. Puis, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné une espèce de direction, une espèce de fonctionnaire. Tranquillement, les choses sont mises en place, jusqu'à l'ouverture du centre d'appel, qui a vraiment été le bout, qui a totalement changé la dynamique, plutôt que d'avoir une seule personne qui est au téléphone, mais maintenant on en voit 8. La prochaine étape, c'est le centre de crédit. Centre de crédit, d'ailleurs, nous sommes en recherche d'une troisième adjointe hypothécaire, vous avez vu. Ça veut dire que vous allez avoir accès à des services plus rapidement. Ça veut dire que le but, c'est d'en donner plus. C'est pas d'en donner moins. Si ça prend, par exemple, ça prend juste 6 mois à avoir accès à quelqu'un, plutôt que 2 ans, bien, pour nous autres, on gagne. On est gagnant parce que ça fait en sorte que vos volumes vont être meilleurs. Est-ce que ça va être plus difficile? Est-ce que ça va être difficile de commencer? Oui, ça va être difficile de commencer, mais est-ce que si votre départ est meilleur que le départ de la génération précédente, ben, c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde, ça soit toujours de plus en plus facile. Le modèle d'affaires est basé là-dessus. Le modèle d'équipe, c'est que, en tant que courtier hypothécaire, vous n'allez faire que les tâches de courtage hypothécaire. Vous allez faire les rendez-vous, vous allez trouver des idées, vous allez monter des produits, vous allez faire les recherches avec les prêteurs, vous allez proposer des solutions aux clients, vous allez tout trouver et vous allez dealer le dossier avec les clients. Lorsque vous allez arriver à une certaine maturité, ce que vous allez faire, c'est qu'il va y avoir d'autres tâches chez lesquelles qui vont être confiées à un adjoint, dont par exemple la quête des documents. Donc, à la place de recevoir 12 fax sur 6 jours, puis les documents à l'envers, puis de tout avoir à monter ça, vous allez passer par ça. Ça va être quelqu'un qui va être un adjoint qui va faire ça. Au lieu d'avoir à monter le dossier mécaniquement dans notre plateforme expert, ça va être l'adjoint qui va pouvoir le faire pour vous. Lorsqu'on va avoir des conditions, des suites de conditions, il manque tel document, est-ce que c'est nous qui allons courir tel document? Non, ça va être un adjoint qui va faire ce travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les tâches qui sont gobe de temps, qui prennent beaucoup de temps, qui prennent de l'énergie, pour que vous puissiez vous focuser sur l'essentiel, faire des rendez-vous, bâtir des relations, closer des hypothèques. Donc, c'est vraiment le modèle qui est basé pour que vous deveniez de plus en plus des machines hypothécaires. Tout part par là. C'est très différent du courtage classique. Dans le courtage classique, où est-ce qu'on fait absolument tout, où est-ce qu'on jongle avec notre temps, où est-ce qu'on est, tu sais, quand on est un autonome, on fait littéralement tout. Littéralement. Ça veut dire que si ça ne tente pas de travailler, on fait rien. Il y a des courtiers présentement qui sont en train de jouer au golf. Puis ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe quand ils ne sont pas là. Alors, dans une équipe, il y a toujours de quoi qui se passe. Si par exemple, vous avez une journée, Anthony s'en va jouer au golf aujourd'hui parce que c'est la journée que tu l'as donné comme congé, mais même à ça, pendant la journée, s'il y a des documents qui rentrent, sont traités. Lorsque tu as un adjoint. Ton horaire se remplit. Tes suivis se font.
Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe même quand on n'est pas là. Ça, c'est une des choses les plus merveilleuses, c'est qu'on voit les dossiers arriver. Tu sais, j'ai une offre d'achat qui vient d'aboutir encore un matin, j'en ai une autre hier, j'en ai une autre mardi. Tu arrives, puis c'est comme, ça devient comme normal, les choses s'embarquent dans une espèce de mécanisme, on a juste besoin d'accomplir les choses. Donc, le modèle d'équipe se base là-dessus. Juste pour que tout soit clair, les gens dans l'équipe, donc nous sommes présentement 10 courtiers. Donc, en ordre, donc, je le redis, c'est peut-être une information que vous savez déjà. Donc, Jean-Philippe et moi, ça va faire 12 ans là, bientôt qu'on fait des hypothèques. Philippe, ça complète sa 5e année. Sabrina qui a 3 ans et des poussières. Joanne qui a 3 ans et des poussières, mais pas 3 ans avec nous, elle a 1 an avec nous. Ensuite de ça, il y a d'autres batchs, donc Simon Casablanc, Éric Alouette, Carole Bellefleur, qui complètent leur 2e année présentement. Et puis les petits derniers, Samuel et Michael, qui sont en train de faire leur 7e ou 8e mois présentement, je pense, 7e ou 8e mois. Donc, juste pour vous donner, les employés, donc 3 divisions, ça ne fait pas de division, mais l'administration. Donc, Valérie, en fait, c'est la division Anthony Chrétien. Valérie de l'Étoile et Linda, qui se trouve être la mère de Valérie. J'ai les blancs, ça va en famille. J'ai Marlo, j'avais Monceau, mais Marlo, la Monceau, c'est une collègue hypothécaire. Donc, eux sont en charge de toute l'administration, c'est elles qui font l'admin, donc la comptabilité, vous allez voir, elles sont très utiles quand on les paye. On a tout le centre de courtage, donc René qui est directeur du centre de courtage, avec Marie-Lie et Mauro qui sont des agents hypothécaires. Il va y avoir une 3e personne qui va se greffer à ce groupe bientôt. Donc eux, c'est le groupe qu'on parle, qui font tous les miracles qui arrivent, le dossier de tout monter, il faut juste l'envoyer. Et ensuite de ça, il y a le centre d'appel avec Vanessa qui est la directrice, Mélodie qui est la 2e, le bras de Vanessa, ensuite de ça, Ariane Charles, formatrice, Ariane Normando, Rebecca Driss, Elisabeth Corot, qui sont, et Sarah Mongrain maintenant aussi, qui sont, j'avais oublié, qui sont des accessoirement à la conjointe de Francis. Mais, c'est une business familiale, on dit, là. Puis, donc, c'est ça, ça complète le groupe du centre d'accueil. J'espère que j'ai fait le bon choix. En fait, c'est ça. À un moment donné, il y a des chances que j'en oublie un peu. C'est clair comme ça. C'est ça, on a une liste de toute la quête. Mais sinon, à part de ça, chaque personne joue son rôle. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi qui a fait closer le dossier souvent. On ne sait pas c'est quelle action, c'est quel moment qui fait que le client l'a. Ça peut être le premier appel, par exemple. Quand on appelle pour booker, puis le client parle avec Rebecca, et Rebecca a le charme. Elle fait voir, OK, elle ne parle pas comme si c'était pour des portes et fenêtres. Moi, je fais la pour des portes et fenêtres ces temps-ci, puis je les trouve vraiment poches. Souvent, moi, je m'amuse avec les gens qui font du télémarketing parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun, parce que souvent, le téléphone, il y a une connotation négative. Je trouve ça agréable. Ça peut être Rebecca qui met aucune pression, par exemple, qui fait genre, écoutez, bien sûr, le courtier va tout vous expliquer, il n'y a pas de problème, quand est-ce que vous êtes disponible? C'est peut-être ce moment-là qui fait que le client dit, OK, moi, là, cette organisation-là, j'ai fait confiance. C'est peut-être lorsque le client appelle, confirme son rendez-vous, c'est Valérie qui répond, OK, c'est pas une machine qui parle, c'est une humain qui parle, OK, je vois qu'est-ce qu'il y en est. C'est peut-être ce bout-là. C'est peut-être le fait que justement, il parle à une deuxième personne, OK, c'est une grosse compagnie. C'est des gens sérieux. C'est des gens que si j'ai un problème, je vais être capable de les rejoindre. C'est pas quelqu'un qui était sur un terrain de golf qui ne donne pas de signe de vie pendant 24 heures. C'est peut-être au moment du suivi également. C'est peut-être quand on appelle, on dit rendez-vous, je sais pas, le 1er septembre, puis il y a une tâche de rappel le 1er octobre, puis il s'est appelé par Ariane Bouchard, puis il arrive à oui, en fait, j'appelle, en fait, votre courtier scandale m'a demandé de faire un suivi avec vous, de voir si votre décision était prise par rapport à votre renouvellement. Wow, OK, un suivi, c'est bien grave, ça. C'est peut-être ce bout-là, c'est peut-être cette conversation-là qui fait que c'est aussi. C'est peut-être quand c'est la personne au document qui appelle, c'est Maud qui appelle, qui dit oui, écoutez, madame, votre fax n'a pas marché, est-ce que voulez-vous essayer de le tourner de bord? C'est peut-être ça. On ne sait pas quelle interaction va être l'interaction qui va gagner la confiance du client, qui va faire closer l'hypothèque. Ça, c'est vraiment de quoi de super important. C'est une des raisons pour laquelle on est gentil, poli avec nos collègues, puis avec les gens qui travaillent ici, parce qu'ils sont extraordinairement importants. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui fait closer le dossier. C'est pas
moi qui fais closer juste négocier. C'est pas Jean-Philippe qui fait closer juste négocier. C'est pas un one-man show. Ça, c'est vraiment le concept d'équipe, c'est d'arrêter d'avoir cet ego-là. Il y a beaucoup de monde dans l'immobilier, par exemple, qui vont avoir des égos extrêmement forts, qui vont dire « c'est à cause de moi, blablabla ». Pas chez nous. Parce que, justement, il y a trop de points de contact, il y a trop d'événements qui peuvent faire gagner la confiance. Puis, si on y pense nous-mêmes en tant que consommateurs, il y a plein de situations comme ça qu'on... C'est pas nécessairement le vendeur qui va avoir fait faire... C'est peut-être autre chose. C'est peut-être, comme on vient de dire, les bureaux sont propres. C'est peut-être, ah, c'est cool, c'est moderne. C'est peut-être, ah, il y a quelqu'un qui répond, puis c'est quelqu'un qui a, tu sais, Valérie, qui a toujours le sourire d'en face à peu près au travail, qui a toujours le sourire, tu sais, c'est comme, wow, ok, tu sais, pour vrai, elle est accueillante. Tu t'appelles, tu sais que c'est pas, ouais, bonjour, Revenu Québec. Tu sais, c'est pas cette approche-là. Tu sais, non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être là qu'on fait notre banque. Donc, le modèle, il est basé là-dessus. Il est basé sur la division des points de contact. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont en relation avec nos clients. C'est pas une espèce de relation exclusive. Hey, je ne parle pas à mes clients, c'est juste moi qui leur parle. On ne veut pas ça. On veut justement qu'on aille de la parce que dans le fond, l'équipe, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va souvent s'appuyer sur l'équipe quand on va parler de faire de la vente. C'est surtout vous qui commencez. De ne pas dire, ah, j'ai une semaine et demie d'expérience. L'équipe, c'est des milliers d'hypothèques par année. On va s'appuyer beaucoup sur l'équipe. Mais le concept d'équipe, c'est pas juste un mot pour tout. C'est vraiment ça. C'est vraiment tous ces points de contact-là, toute cette division de tâches-là. Le mentorat, on va se faire, on va être Jean-Philippe, on va être moi. Si vous avez des questions, rapidement, vous allez l'avoir. C'est peut-être, ce mot-là, je veux dire ça au client, puis j'ai rien, c'est ça chemin. Il y a trop d'éléments. Puis ça, c'est vraiment fondamental d'arriver, de comprendre cette approche-là. Non seulement de la comprendre, mais de le respecter et de le vivre. Je veux vraiment que vous gardiez ce côté-là, que c'est pas parce qu'on fait tel volume qu'on est le king. C'est juste qu'on met ça dans clair. Puis souvent, c'est comme ça dans nos industries. Parce que quand tu arrives, tu es un top producteur, ça prend quand même une drive, ça prend quand même une détermination, ça prend quand même un dévouement, un sacrifice en termes de temps. Là, il y a le monde qui va commencer à penser qu'ils sont meilleurs que les autres, puis ça commence à être pas bon. C'est une des raisons pour lesquelles même nous, on veut éventuellement développer notre nom. On ne veut pas que ça soit attaché à l'équipe publique, on veut que ça soit attaché à nos personnes. Parce que justement, tu arrives, ça fait la grosse tête, c'est pas ça du tout. C'est pas la vedette, c'est pas Simon Lupien, c'est pas Jean-Philippe Lupien, la vedette, c'est le système. C'est le modèle, c'est la division des tâches. Tu sais, vous allez voir, je passe dans le hockey, mais tu sais, Connor McDavid, c'est le meilleur joueur au monde. Leon Draisaitl, c'est peut-être le deuxième, troisième meilleur joueur au monde, quatrième peut-être. Mais les Oilers, ils ne sont pas les séries. Parce que ça prend 6 joueurs, ça aide. Est-ce que mon linge est sec? Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on t'enlève le pardon. Je sais ce que tu sens. Et là, on
Je dois montrer au bien, il dit ça qui est. Partez en vacances. Si c'était le cas, je choisirais un pays au pouvoir du roi dans un anneau. Comme dit le La liste des courses. Vous savez, un jour, j'ai vu sur YouTube cette émission intitulée 23 hommes. Un documentaire où on voit un homme écrire sur un tableau blanc. Et ça disait qu'un de ses si voyageurs. sur Internet, il faut que c'est la machine. Quelle somme dépense-t-on chaque année en frais médicaux? C'est prison. Marcher pour un demi par jour réduit à la possibilité d'arthrite, de droisse, de pression, ou encore de clémence, de diabète. Si vous pouvez C'est le seul truc que j'ai trouvé. Si par exemple une détenue cache un appareil photo ou un téléphone cellulaire et que vous me retrouvez à ma place, je fais en sorte de mourir pour la puissance. La prison est un endroit vaste, monsieur Eric. Je vous fais confiance en toi. C'est quoi ce sourire? C'est une petite violence. Quelles sont tes Cette fille était à moitié chinoise, moitié brésilienne. J'ai aussi eu droit à sa sœur. Quel sacré honneur. Mademoiselle Jones, vous portez droit à la libération conditionnelle. Merci, monsieur. Notez dans le procès verbal que je n'ai commis que 3 légères infractions durant mon séjour en prison. La première, avoir frappé une pute qui ne respectait pas un choix personnel concernant la machine à glace. Et la deuxième, c'était juste de la vitesse. Et j'ajoute que jamais je n'ai raté le moindre jour de boulot. N'utilise pas le mot boulot. Tu dois dire emploi. Il trouve ça plus élégant. Et puis vas-y mollo, c'est le tabassage de pute. Chaque fois, j'en fais d'ailleurs encore. Bien, mademoiselle Jefferson, calmez-vous. La pauvre, c'est je commence. Tu rigoles? Rien, j'ai rien. On m'a collé dans cette prison minable alors que j'étais innocente et je le suis toujours encore. Surtout pas d'innocence, on ne reviendra ridicule en ton box comme si tu m'as putain des noms en face. Je suis contente de rien. Moi non plus. Si on est là, c'est juste qu'on s'est trompé de chemin en allant à l'église. Rien
qui ressemble comme du monde de comme vous dites. Ouais, là. Yes. Ça prend Any Order. Leon Rebels, c'est peut-être le deuxième, troisième major au monde, quatrième peut-être. Mais Any Order, c'est pas une série. Parce que ça prend 6 joueurs sur la glace, ça prend 11 joueurs sur le terrain de foot, je sais pas si on les a vraiment fait avec nos deux projets de moi. C'est pas des joueurs individuels qui drive le show, c'est l'équipe. Puis ça, quand on est un courtier, on va avoir des tendance à ça, parce que vous allez voir, il y a des sacrifices, il y a du temps, il y a des choses qu'on va mettre. Souvent, les gens vont avoir tendance à se glorifier et à se voir peut-être un peu plus gros qu'ils sont. Donc, le modèle d'équipe est vraiment basé là-dessus, sur cette division-là. Donc, l'avenir va juste accentuer le niveau de service qu'on va vous donner. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adjoints hypothécaires, par exemple, vont toujours être réévalués selon en fait, le type de service qu'ils peuvent offrir aux courtiers. Est-ce qu'une adjointe a trop de courtiers, par exemple? Est-ce que les volumes ont trop grossi? Donc, il y a pas toujours un brassage de classe. Ça se peut que, à long terme, le modèle soit d'avoir une adjointe pour 2 courtiers. Ou quelqu'un qui produit comme un cochon, une adjointe par courtier. Le modèle n'est pas statique. L'équipe n'est pas statique. L'entreprise n'est pas statique. Vous allez savoir que souvent, il y a plein de slogans non officiels que vous avez déjà entendus, mais un de nos mantras, c'est qu'on fait les choses comme ça, chacun compte le bonus. Ça s'applique à absolument tout. Comme à cette formation-là, versus la formation qu'on avait auparavant. Probablement que la prochaine va être différente aussi. C'est vraiment un mantra des compagnies parce que tout le monde est important, même la téléphoniste en partiel. Elle est aussi importante que la personne qui est la mieux payée sur le payroll en termes de comment on vit les choses. Mais c'est exactement le même principe par rapport aussi à ce qu'on va changer. On est tout le temps prêt à changer. Il n'y a rien d'immuable. En fait, nous sommes une entreprise à capital humain. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fabrique rien. Je ne ferai pas de meubles. Il n'y a rien de concret qui sort d'ici. Ce qui sort d'ici, c'est ce que nous on fait avec notre tête. Donc, quand on dit capital humain, c'est un mot qui est souvent utilisé par les gestionnaires, ça fait très beau, toute la kit. Mais dans la réalité, ce que nous on fait, c'est qu'on aide des gens, des services professionnels. Ça veut dire que pour être encore meilleur, il faut se développer. Puis pour se développer, il faut être idéalement heureux, idéalement positif, idéalement motivé, idéalement accompli. Donc, vous allez voir, c'est l'énergie qu'on veut donner, non seulement au courtier, mais également à l'ensemble de l'équipe. Vous allez beaucoup nous entendre parler d'équipe parce que nous croyons fondamentalement que c'est au cœur de tout. Ce modèle-là, en fait, on va dire c'est un modèle hybride. C'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, hybride entre être un autonome à 100% et d'être un salarié. On a un exemple de salarié, par exemple, un conseiller bancaire qui travaille dans une institution financière. Il va faire un rôle qui nous ressemble quand même pas mal. Je veux dire, tu vas voir, tu vas être en zone, tu vas être en terrain connu. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Donc, il y a le salarié d'un côté. De l'autre côté, il y a le courtier hypothécaire 100% autonome. Donc, celui-là aussi va faire un travail qui va nous sembler pas mal. Quand on regarde le core, les tâches de parler avec des clients, de monter des dossiers, parler avec des prêteurs, c'est très similaire en fait dans ces 3 postes. Les différences, c'est les appuis. Les différences, en fait, c'est la responsabilité également de chacun. Quand tu es salarié, quand tu pourrais sûrement en parler, il y a des conseillers qui travaillent moins bien que toi, qui travaillent moins, qui se débouent moins, qui s'en sacent. C'est ce qui arrive souvent dans les postes salariés. Dans les postes autonomes, il y a des gens qui ont juste une volonté ou un dévouement extraordinaire qui vont travailler des 7 jours semaine. Le 3 soirs, on est allé prendre une journée avec Serge Lamar, un des fondateurs de l'Hypothéca, puis il nous a raconté pendant 15 ans, il a travaillé 7 jours semaine. Il a divorcé aussi, comme beaucoup de monde qui font ça. Imaginez, il y a beaucoup de monde qui sont autonomes, qui vont travailler 6-7 jours par semaine, vont prendre un avant-midi de congé, un soir de congé. C'est
plus la norme que le contraire. Alors que, mettons, salarié, tu fais 35 heures par semaine. D'autre part, autonome, tu peux faire 100 heures par semaine. Tu peux faire 100 heures sans avoir nécessairement le succès, puis sans avoir nécessairement l'équilibre. Je veux dire, c'est facile de travailler, juste travailler, il faut pas t'occuper de ton conjoint, de ta conjointe, de ta santé, d'avoir des loisirs, etc., de t'accomplir dans d'autres domaines. Ça se fait. Mais il y a des gens qui vont dire, je vais sacrifier 10 ans de ma vie, puis après ça va bien aller. Il y a des gens qui disent, il y a d'autres manières de le faire. Ce que ça fait, c'est que ce modèle-là, il y a un taux d'abandon hyper élevé. C'est une personne sur deux qui ne fait pas 5 ans. Puis sur 10 ans, c'est peut-être une autre personne sur deux qui ne fait pas. Fait que t'arrives, il y a peut-être 2 personnes ou 3 personnes sur 10 qui vont réussir à s'établir vraiment dans l'industrie. Puis on parle pas juste dans notre industrie, mais dans toutes les industries qui sont dans ce modèle-là. Immobilier, peut-être financier, conscience financière, c'est des modèles, même avocats. Il y a beaucoup de modèles où ça ne fonctionne juste pas. Puis notre industrie, quand je parlais tout à l'heure de modèle cyclique, a toujours eu cette approche. On est à peu près les seuls qui faisons ça, de cette manière-là. Je vais parler après des autres qui ont un modèle qui peut être semblable, mais on est vraiment les seuls au Québec qui avons ce modèle-là avec ce que nous fournissons de ce Québec-là. Donc, rappel, ce qu'on fait, donc on vous organise tous vos logiciels. Ça veut dire que vous n'avez rien à créer ou à partir. Vous vous organisez et vous apprenez la méthode de travail que nous on va vous montrer. Donc, tous les agendas, toute la manière de travailler, toute la méthode de travail également au niveau du courtage hypothécaire. Donc, vous allez voir, c'est pas rien de trop compliqué, c'est juste de quoi que vous allez intégrer. Donc, la gestion des tâches, le calendrier, la gestion des emails, les documents. C'est pas super compliqué. Tout le monde travaille avec un ordinateur, comme pas mal tout le monde va être habitué. C'est juste une interface, du moins, que vous allez intégrer dans votre vie. À partir de là, on va vous donner des clients. Donc, dépendamment de vos disponibilités, vous allez recevoir entre, je sais pas moi, 20 et 30 rendez-vous par semaine. À partir de là, vous allez faire votre travail, le suivi va être donné au centre d'appel, et vous allez partir les dossiers qui vont partir, les suivis, les retours. Votre travail va être de faire le courtage hypothécaire. Après ça, la gestion, vous oubliez ça. Ça, c'est le côté vraiment intéressant, c'est que vous allez devenir de très bons courtiers rapidement. En 6 mois, 8 mois, vous allez devenir totalement de nouvelles personnes. Vous allez être, je vous dis, c'est le modèle qu'on voit. Les 6 premiers mois, c'est les 6 mois les plus difficiles, pour 2 raisons. Parce que la roue n'est pas partie. La roue n'est juste pas partie. Puis, il y a un côté mal à miel. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment réagir dans telle situation, je n'ai pas vu ci, je n'ai pas vu ça. Après 6 mois, souvent, on a vu beaucoup de situations, on a vu déjà beaucoup de dossiers. Si on parle de, je ne sais pas, 25 semaines, qu'on parle à 25 personnes, ça en fait déjà pas mal. Ce facteur-là, d'avoir déjà rencontré un 500, peut-être même 550, 600 personnes, ça fait en sorte qu'il y a déjà beaucoup de patterns qu'on peut voir, qu'on peut établir. Après 6 mois, souvent, les gens vont commencer à s'établir, puis ils vont lever. Ils vont lever vraiment quand même assez rapidement. Votre truc, c'est là. À part de ça, l'avenir, en fait, va continuer à... On veut augmenter la qualité des rendez-vous. On veut diminuer les cancellations, parce que le fait est que présentement, on voit beaucoup trop de rendez-vous. Ceux qui, je pense qu'on va hier, il y a trop de rendez-vous à l'avance. Parce qu'il n'y a pas assez de plage horaire, ça fait en sorte que des fois, il y a trop de cancellations à cause de ça. Quand tu bookes 2-3 semaines à l'avance, si quelqu'un peut me parler à moi, c'est 2 à 3 semaines à l'avance. C'est pas tenable quand tu fais un d'achat dans une journée. Même si la personne est la meilleure au monde, c'est pas tenable comme rythme. Donc, avec plus de gens, on va avoir plus de possibilités de écoutez, parfait, vous voulez parler à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est disponible tantôt. Il y a quelqu'un qui est disponible demain. On va être capable de pouvoir offrir beaucoup plus aux clients et avoir beaucoup moins d'annulation. On va également améliorer la qualité des rendez-vous. Donc, l'objectif de Jean-Philippe et moi, c'est de lâcher le courtage hypothécaire. Le courtage, pas l'industrie, mais nous, en tant que courtier hypothécaire, notre intention, c'est à court terme de lâcher ça. Pour être dans les opérations, être avec vous autres, puis avec les employés, pour vraiment continuer à augmenter la qualité des rendez-vous, le nombre de rendez-vous, le nombre de courtiers, vous donner plus de viande. C'est vraiment vous, elle est là pour vous backer. Ça veut dire de donner notre clientèle également. Ça veut dire que notre clientèle va être redistribuée aux courtiers méritants. Le mot-clé ici, c'est méritant. Ça veut dire que c'est pas en ordre d'ancienneté, c'est vraiment du favoritisme. C'est mon objectif, c'est celle qui m'en donne la clientèle. Pourquoi? Parce que vous êtes autonome. Dans le modèle hybride, que je reviens, vous êtes autonome. Donc, vous avez toutes les qualités du travail autonome. Vous avez également une forme de sécurité du salarié. Parce que vous avez une garantie du nombre de rendez-vous. Vous avez juste à closer. Nous, on s'occupe de reste. Mais tout le monde a des ambitions qui vont être différentes. Tout le monde a des objectifs qui sont différents. Ça se peut que quelqu'un dise, moi, là, quand j'ai 80 000 par année, je vais être bien content, puis je ne vais pas nécessairement plus. Et quelqu'un dit, moi, je veux absolument, je veux me rendre à 300 000 dans ma carrière éventuellement pour pouvoir continuer à faire autre chose. Ouais. Et les gens vont dire, moi, je vais travailler 6 jours semaine, il y en a qui vont dire que je vais travailler 4 jours et demi, il y en a qui vont dire que je vais travailler 4 jours, on a 2 soirs. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous demande, on vous suggère
faire 3 soirs par semaine. On vous suggère de faire 3 soirs par semaine. Donc, un soir jusqu'à 9h, 10h peut-être, on vous suggère de faire ça. Si vous en voulez en faire plus, fine. Si vous en faire moins, fine. C'est votre choix. Vous allez avoir les résultats qui s'accompagnent de ça. Il faut juste qu'on se le dise. C'est pas une game de je suis meilleur que toi, c'est une game que je travaille plus que toi. Parce que je travaille plus que toi, je deviens meilleur que toi. C'est vraiment que ça. Vous n'êtes pas en compétition les uns contre les autres. Vous êtes en compétition contre vous-même. Littéralement. Quelqu'un qui joue, qui en fait plus, va juste devenir meilleur, va juste closer plus. Et au final, c'est ça le point important, c'est que vous allez choisir l'ambition que vous voulez avoir. C'est ultimement ça. Si vous voulez produire 50, 60, 70 millions un jour, vous allez pas le faire. Si vous vous contentez de 25 millions, il n'y en a pas de mal. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire ça. Avec des questions sur le modèle d'équipe, sur la présentation, à proprement parler de ce qu'on fait, c'est le temps de shooter n'importe quelle question, je suis 100% ouvert, je réponds à n'importe quoi. Super. Ok, prochain sujet. Professionnalisme. C'est très semblable de ce que nous venons de parler. Dans le fond, c'est la suite en fait de ça. Le professionnalisme. Le fait d'être autonome, il y a plusieurs concepts différents du salaire. Du fait d'être un employé. C'est pas meilleur, c'est pas moins bon, c'est pas moins valorisant. Non, on fait ce qu'on veut avec ça. Donc, il y a un vieux diagramme, qui s'appelle le diagramme de Kiyosaki, qui dit ceci. D'accord? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Donc, en haut ici, on a le C. Donc, le C, c'est le capital, c'est l'argent. Et la ligne, on voit cet axe-là qui est l'axe du... Bonjour Mario. Donc, l'axe que nous voyons ici, c'est l'axe du capital. L'autre axe, c'est l'axe du temps. D'accord? Et ces 4 lettres-là représentent une situation. Une situation, en fait, pour gagner de l'argent. Une situation monétaire, si on peut dire ça. Non, on va jeter de la section. Tu as toujours manqué la section 1, tu vas pouvoir aller la réécouter sur le relais. Donc, 4 lettres qui représentent les 4 manières de gagner de l'argent dans la vie. E pour employé, T pour travailleur autonome, P pour propriétaire, et I pour investisseur. Bon, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est le diagramme de Kiyosaki. En gros, ce que ça veut dire, c'est que l'employé ne contrôle pas son temps. Et son capital ne joue pas. Quand on est dans cette case-là, c'est que le capital ne joue pas pour lui et que le temps n'a pas un effet. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que tu pourrais avoir 2 employés, donc je ne sais pas moi, 2 facteurs, Nicolas et Jean-Luc. Puis Jean-Luc, il est absent une journée sur une journée par semaine, il est absent. Sharon, là, il étire tout le temps. Il est sloppy, comme on dit en québécois. Il ne donne pas tous les efforts, il est pas, tu sais, ses collègues ne l'apprécient pas, il est bougon. J'ai dit Jean-Luc, par exemple, j'ai dit Jean-Luc. T'as Nicolas d'autre part. Nicolas, c'est le gars le plus motivé, c'est un rayon de soleil, il s'accroche, tout le monde l'aime. Ils sont là pour lui, les clients, quand ils reçoivent leur facteur, font comme mon Dieu, qui est fin. Ils se donnent plus. Mais si Jean-Luc a plus d'ancienneté, Jean-Luc a un meilleur salaire. Donc, tes efforts ne sont pas représentatifs des revenus que tu vas gagner. Donc, forcément, quelqu'un qui dit, il y a une injustice, je suis plus le soir, je suis plus positif, les gens m'apprécient, je fais du très bon travail, j'arrive pas à mettre ça dans mes revenus. Donc, le temps, on s'entend que même si Jean-Luc mettait, je sais pas, Nicolas qui fait de l'overtime, il va en gagner un petit peu plus, mais quand je travaille 2 fois plus fort, je travaille 2 fois plus que Jean-Luc, je ne suis pas payé 2 fois plus. Donc, c'est vraiment ce principe-là, parce que quand tu es salarié, tu es captif de ce que tu fais. Capital autonome, donc le bout qui nous intéresse. Tu contrôles ton temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 2 courtiers hypothécaires travaillent, il y en a un qui fait 35 heures par semaine et l'autre en fait 60, ben, lui va faire 60, il va faire beaucoup plus d'argent. Parce que le fruit de tes efforts arrive à un résultat. Donc, il y a vraiment un contrôle sur ça. Je vais vous parler plus par après par rapport aux revenus, donc tout l'aspect logique, comment on la perçoit versus être salarié. Juste faire un petit rappel, Mario, pour que tu puisses le savoir. Donc, si tu as des questions, note-les. Vu que le tout est enregistré, on va faire capsule par capsule, après ça, pour que ça soit facile au montage, après ça, on va répondre aux questions. Donc, le temps autonome, c'est vraiment pleinement le temps dont nous disposons. Donc, littéralement, les efforts que vous faites vont être représentés par l'argent que vous allez gagner. Ça, c'est pas juste mathématique, c'est les faits, c'est réel. Pour l'information, quand on est propriétaire, en fait, l'image qu'on va pouvoir donner, c'est investisseur immobilier, par exemple.
ou propriétaire de compagnie, c'est qu'à ce moment-là, notre capital commence à travailler pour nous. Donc, je donne l'exemple, on achète un triplex, donc on a mis, je ne sais pas moi, 100 000 de mise de fonds, mais ce 100 000-là, c'est pas uniquement notre temps et c'est pas juste notre temps et nos efforts qui font gagner de l'argent, c'est également le 100 000 l'investissement qu'il va faire dans tout ça. Et le I, c'est l'investisseur. L'investisseur, en fait, le temps, il n'y en a pratiquement pas à mettre, donc le temps n'est pas nécessairement en lien avec les revenus qui vont être gagnés. Ce qui va avoir une importance, c'est la capacité à mettre de l'argent de côté. Donc, on va parler, par exemple, de quelqu'un qui investit de l'argent en bourse. Donc, on va parler d'investissement passif, par exemple. Parce qu'on n'a pas de relation de temps à mettre. Par exemple, ici, moi, je vais être un P ici, par exemple. Et en tant que P ici, je vais avoir à gérer. Je vais avoir du temps à donner. Alors que si, par exemple, j'avais un investisseur financier au sein de républicain, mais lui, tout ce qu'il vient de faire, c'est collecter ses bénéfices à la fin de l'année, lire le rapport annuel, puis ça serait tout. Donc, c'est vraiment cette notion-là où est-ce qu'on se situe. Donc, ça s'appelle le diagramme de Kiyosaki. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la même échelle salariale où est-ce qu'on était auparavant. Ça, c'est vraiment important. Les revenus ne sont pas faits de la même manière qu'auparavant. Ça veut dire que quand vous étiez dans une autre vie, quand vous étiez employé dans une autre vie, vous gagnez votre argent basé sur ce que vous venez de faire. Donc, tu travailles 8 heures de ta journée, tu es payé sur ces 8 heures. Certaines fois, peut-être qu'il y a des commissions, je ne sais pas, il peut y avoir des bonnies, peut-être, mais à la fin de ta semaine, tu ne peux pas dire, cette semaine, je suis capable de me donner 2000 $ de plus dans un. Tu ne peux pas le dire, pas le savoir. Donc, tu es payé, tu dis, je fais 40 $ de l'heure, j'ai fait 40 heures dans ma semaine, je fais 1100 $, je suis correct, c'est ça que j'ai gagné, puis c'est tout, ça vient de se terminer cette semaine-là. Alors que nous, en tant que travailleur autonome, on va avoir un horizon à long terme. Cet horizon à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai raconté l'histoire à Skander, que je la raconte encore. Mon premier client dans ma vie, il habitait sur la rue Bois-Joli. À l'époque, j'habitais pas dans ce quartier-là. Je me suis parqué à plusieurs maisons, parce que j'avais un vieux char. Puis, j'étais gêné, j'étais stressé, j'avais fait une journée de formation, fait que ça ne tentait pas vraiment d'y aller. Je suis allé. J'ai fait une hypothèque, je pense, quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard. De cette hypothèque-là, il y en est sorti 8 ou 7. Je ne me souviens pas, je vais faire les chiffres. 7 ou 8 hypothèques sur 12 ans. Il y a une chaîne, il y a une toile d'araignée également qui bâtit là. Donc, la question, c'est est-ce que la valeur s'est créée à ce premier rendez-vous-là? La réponse est oui. La réponse est que mettons que je suis dans mon modèle avec. Non, je suis dans la même chaise que vous. J'ai fait 7 hypothèques de là. J'ai peut-être créé, mettons, 8 000 $, 9 000 $ de commission. Mais ce 9 000 $ de commission, il s'est créé cette journée-là. Donc, si je regardais ma première année, qui était une catastrophe dans les faits, avec une cotisation vraiment petite, mais si je la regarde aujourd'hui avec mes yeux de 2020, et que je pose un regard sur cette année-là, je peux dire, j'ai créé beaucoup de valeur cette journée-là. Donc, la perspective à long terme change littéralement la manière de percevoir notre valeur et les revenus que nous gagnons. Ça se peut que quelqu'un gagne 40 000 à sa première année, 80 000 à sa deuxième, mais que de ce 80 000 là, il y en a 30 qui viennent des efforts de la première. Qu'à sa troisième, il gagne 105, puis de ce 105 là, il y en a parce que c'est des gens qui ont très long terme. Le salarié ne peut pas faire ça. Le salarié n'a pas du tout cette perspective-là. Tu fais ta semaine, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas rien de plus que ça. Peut-être un bonus de performance en fin de l'année, mais tu n'arrives pas de ton ça fait cette semaine-là, en 2018 ou en 2017, tu étais tellement fort, tu as 2000 $ de plus. Ça marche pas. Alors que nous, dans notre travail, on a ce côté-là. Qu'est-ce qui explique qu'on a ça aussi? C'est le fait qu'on a des dates. Quand tu fais un prêt hypothécaire, tu as une date de renouvellement. Quand tu prépares quelqu'un à acheter, tu as une idée quand est-ce qu'il peut acheter. Tu parles à quelqu'un, il vient de faire une proposition au consommateur, tu sais que tu vas attendre qu'elle soit libérée 2 ans après qu'elle soit libérée pour pouvoir faire de quoi. Si tu as un horizon de temps, où est-ce que, tu peux te préparer. Si tu dis, pas ce client-là, il va avancer dans 3 ans. Hier soir, j'ai fait un deuxième rendez-vous, mon dernier rendez-vous de la soirée. C'est un deuxième rendez-vous, donc vous allez savoir plus tard comment on va les dire. Mon deuxième rendez-vous a été fait avec Caroline Blanchet. C'est ça son nom. Elle a racheté la maison de ses parents. Ses parents étaient en difficulté financière. Ces clients-là, je devais parler en janvier 2017. On s'en fait vraiment 4 ans. C'est pas un gros prêt, c'est genre 137 000 $ d'hypothèque. C'est pas pour l'argent nécessairement. C'est pas comme, ça représente mettons 600 $ quotidien. C'est pas pour l'argent que tu fais ça. C'est pas juste pour les 600 $ sur 4 ans. C'est parce que ça vient prouver le modèle. Ça vient prouver que le pipeline, bien travaillé, aboutit. Ça, c'est l'exemple que j'ai le plus en tête. C'est mon dernier de la soirée d'hier. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai aucune expérience 0. Gérer une notification. Désactiver. Caroline, enlève ça dedans. Ok, Caro.
Fait que, tu sais, en gros, cette perspective-là, elle est vraiment importante. Puis je tiens vraiment à vous dire que même si, par exemple, vous êtes insatisfait de vos premiers résultats, si vous n'êtes pas content des ventes que vous faites pour commencer, ça risque d'arriver. Vous risquez d'avoir une déception, je tiens à vous le dire. Vous risquez d'être un peu fâché, d'être un peu déçu, vous risquez de dire Christy, je pensais que j'avais plus. Faut juste oublier les banques. Quoi, les autres, c'est pas grave. Juste comme le NFT, la NES quand vient vos aides, vous avez des courriels, des vraiment à la main. Vous avez déjà eu, non, pas besoin. En fait, on les a au moins dans le courriel, on va rentrer le reste. On va même pas laisser là, c'est pas grave. Ah ouais, faudrait que tu sur le téléphone, On l'a déjà vu, je vous le montrer. Voilà. Quoi? Tu fais pas un takeover, là? Non, j'ai une fois que j'étais mon téléphone à côté, fait que je me mute, désolé. Ça, c'est les catégories qui existent dans Zoho également. C'est notre manière de catégoriser notre pipeline. Donc, il faut vraiment le voir de cette manière-là. Donc, si nous avons 20 rendez-vous par semaine, donc peut-être que nous allons faire un dossier en cours, 8 stand-by, peu précal, 9 plus tard. Dans les plus tard, ils se divisent en deux catégories. Okay? Donc, il y a achat plus tard, il y a refinancement plus tard. Donc, admettons que c'est comme ça, comme ça. D'accord? Donc, on va catégoriser nos 20 rendez-vous, puis on les a mis à l'intérieur de ce pipeline-là, selon cette division-là. Quand on est en autonome, ce que nous faisons, c'est que nous faisons ce qui est chaud. On s'occupe de ce qui est là. Là. C'est un des principes des montagnes russes, ça s'explique vraiment super bien. Il y a peut-être d'entre vous qui vont le vivre. Quand ça va super bien, tu as beaucoup de dossiers, tu arrêtes de prospecter, tu arrêtes de faire des rendez-vous. Quand les dossiers sont finis, tu dis « Oh, ok, j'ai un vide. » Donc, c'est la raison qui fait qu'il faut toujours qu'on continue à faire des rendez-vous. Mais quand ce principe arrive, quand cette réalité des montagnes russes arrive, ce qui va se passer, c'est que le courtier va seulement focuser sur les dossiers qui sont en cours. That's it, that's all. Va littéralement oublier tout le reste. Je reviens avec Serge Normand, on en parlait encore il y a 3 semaines, parce que tout le monde capotait, parce que ça n'avait juste pas de bon sens. À cette époque-là, il faisait chacun 300 dossiers peut-être. Il rencontrait des centaines de personnes. C'était un peu un autre comme dans une fabrique. Lui, il dit que c'est des milliers de précaires qui ont perdu au fil des années. C'est des milliers de gens qui ont rencontré et qui n'ont pas posé d'action. Littéralement, des milliers de personnes. Quand moi et Jean-Philippe, on a commencé en 2014 à avoir du succès, on avait le cartable blanc, l'infâme cartable blanc. Le cartable blanc, c'est 5 points. On faisait peut-être 8-9 rendez-vous par semaine, 10 rendez-vous par semaine, on était vraiment chanceux, mettons 8-9. On faisait quoi? On faisait ce qui était chaud. Ce qui était chaud, on en faisait, mettons, 2 par semaine. 2 dossiers par semaine. Quand les 6 mettons, ils étaient mis dans un cartable pour un suivi. On s'obligeait à se mettre un soir de suivi par semaine. Qu'est-ce qui se passait? T'arrives, t'as comme 50 personnes à appeler. Fait que tu choisis tes 7 meilleurs. Et les autres sont encore là. La semaine d'après, mais tu rajoutes encore 7 personnes. Fait que tu choisis qui? Tes 7 meilleurs. Fait qu'il arrive à un moment donné où est-ce que tu vas négliger une catégorie à l'intérieur de ça. Cette catégorie-là, elle est juste pour frette. Elle est juste pour mur. La personne, Caroline Blanchette, janvier 2017, à peu près 99% des courtiers hypothécaires leur échappé. Parce que c'est pas chaud. Ça vient ça fait quasiment 4 ans, je vais faire quoi avec ça? Je l'échappe. Dans un système comme le nôtre, avec autant de data, avec autant d'informations, on l'échappe pas. Avec des tâches automatisées, on l'échappe. Puis il arrive qu'on fait des dossiers, puis cette semaine en réunion, on en parlait, là, ce côté-là. On en parlait, on disait, regarde, on veut des notes. Ah oui, comment ça va, tu sais, puis j'ai toujours, ok, ah ouais, ça rappelle de ça, ben oui, je m'en rappelle. Tu sais, fait que t'arrives, t'es capable d'avoir le lien, même si ça fait 2 ans que tu n'as pas parlé à la personne, même si ça fait 4 ans que tu n'as pas parlé à la personne. Donc, le focus est vraiment qu'ils font de cette manière-là. C'est vraiment ça. Quand on dit la force du pipeline, travailler le pipeline, ça veut dire que lorsqu'on a un rendez-vous, il est impératif de bien aller remplir notre base de données de Zoho. C'est vraiment fondamental d'aller vraiment la catégoriser comme il faut à l'intérieur de cette structure-là avec des tâches qui sont bien faites pour ne pas l'échapper. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire payer votre temps. Ça, vous comprenez? Le but, c'est que le dossier que tu fais à ta première année, de plus, parce que tu l'as fait payer, il t'apporte un deuxième client à ta deuxième année, un autre client à ta quatrième année, tu arrives, tu as fait 3 hypothèques, tu as fait 4 000 $ de commission en 3 ans, voire 4 ans, peu importe, mais c'est à ce moment-là que tu as fait payer. Tu travailles plus de 100 pièces d'heure, tu as peut-être travaillé pour, quand tu étais en place là, tu as peut-être travaillé pour 800 pièces d'heure. Donc,
souvent on parle de tu travailles à temps de l'heure, tu travailles un courtage, c'est une job à 100$ de l'heure, mais c'est juste pour vous accrocher par rapport à la réalité que vous connaissez plus, qui est le salaire, le salariat. Le salariat, on est payé 25$ de l'heure, on est payé 40$, on sait c'est quoi la valeur de notre temps. Alors ici, on ne le sait pas. Vous ne le saurez pas la valeur de votre temps tout de suite. Vous ne le saurez pas. Mais vous allez savoir à long terme, vous allez savoir qu'est-ce que vous engagez. Moi, je sais ma valeur. Je sais qu'est-ce que je représente ma valeur quand je donne du travail. C'est un gros chiffre. Ce chiffre-là, je le sais à cause du temps. Je le sais à cause que ça va pris tant, toutes ces années-là qui a fait que quand j'arrive en rendez-vous, ça va être facile. Ça va être un jeu. Puis je vais closer. Puis vous allez voir que plus on avance, plus c'est injuste parce qu'on devient des machines. Puis on devient des machines payantes. Parce que ça fait partie de l'évolution. On devient de plus en plus en contrôle, de mieux en mieux. On travaille une clientèle qui est de plus en plus facile. C'est le prochain graphique que je vais vous montrer. Mais vraiment bien comprendre. Si vous regardez cet aspect-là, vous le comprenez maintenant. Donc, on a, je vous l'ai dit, la première année, l'objectif, ça va être d'avoir un dossier par semaine. D'accord? Un dossier par semaine, là, sur 20, on en fait un. Puis 20, c'est conservateur comme nombre. Je veux dire, ceux qui ont regardé les calendriers le savent que c'est conservateur comme nombre de rendez-vous. Si vous avez déjà 20 rendez-vous, je vais dire, ça va pas un peu plus. Mais je vais respecter. Je dis, c'est que le début que je disais, c'est que je vais respecter le temps qui est mis. Mais ça se peut que je vous dise, regardez, ça ne va pas d'en prendre un peu, ça se va, là. Ça se va. Hein? Non, mais je respecte ma décision, mais moi, je suis le coach qui est là pour vous dire, hey, ça ne prend pas de sortir une heure de travail. Mais ultimement, vous avez le choix. Mais tu sais, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas être fatigant? Non, je vous dis que je vais être fatigant. C'est sûr. C'est sûr que je vous dis, hey, ça prend un plus. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entreprise, on a ce problème-là, on a trop de clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont sur la glace et qui sont là, ben, ils vont en faire plus. Les efforts que vous mettez là vont se répercuter sur toutes les autres années. Littéralement. Pourquoi? À cause du prochain graphique. Donc, je vais vous expliquer, je continue là-dessus avant, puis je vais vous parler de ce qui se passe après ça. Donc, si nous prenons notre exemple de tout à l'heure, nous avions 4 qui étaient en achat plus tard par semaine. On va faire ça simple, on travaille 50 semaines. On ne recommande pas 50 semaines de travail, on recommande 48, là, puis c'est 47. Donc, on veut que vous preniez au moins 4 semaines de vacances par année en passant. C'est ce que nous, on vous suggère de faire. Vous faites ce que vous voulez, mais on recommande 4 semaines de travail, de vacances. Mais pour les besoins de la cause, appelons ça qu'on en fait 50, donc 4 fois. C'est juste pour avoir un chiffron. Donc, 200 achats plus tard par année. Donc, à partir après l'année 1, si tu as fait, prenons une calculette facile, si on a fait 25 rendez-vous pendant 48 semaines, on a 1200 rendez-vous faits dans notre année. Si nous avons, je sais pas moi, le 20% de ça ou 25% de ça qui est des achats plus tard, on en a 300. On peut jouer avec les chiffres comme ça assez souvent, mais assez régulièrement. Mais mettons qu'on est conservateur, c'est facile d'être conservateur. On en a 200. Mais à partir, c'est des gens qui n'ont pas leur mise de fonds, qui n'ont pas leur permanence, qui n'ont pas leur statut de résident permanent, qui avaient de cash sur leur crédit, qui n'ont pas assez de crédit, qui ont tout ça. Ils sont tout seuls, qui achètent avec quelqu'un, qui n'ont pas de dons, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Il y en a 200 par année. Ce qui va se passer, c'est que la manière qu'on va les avoir catégorisés pour avoir mis des tâches avec des suivis, ce qui va se passer, c'est qu'à l'année 2, dans ces 200-là, il y en a une maudite gang qui vont aller. À l'année 2, il y en a peut-être 50 qui vont être recédulés en nouveau rendez-vous. De ce 50, il y en a peut-être 10 qui vont acheter. Peut-être 8, 12, 6, on ne sait pas. Mais de ce 50-là, dans cette catégorie-là, il y en a tant qui vont acheter. Fait que ça fait quoi? Ça fait que, quand on est comme à l'année 1, on fait 20 rendez-vous. Qui sont des nouveaux. J'ai pas super bien, mais tu pires. On en va se faire. À l'année 2, ouais. Il y a des départs. Puis il y en a peut-être 18 nouveaux. À l'année 3, on va encore 20 rendez-vous. Il y en a peut-être 16 nouveaux. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis à l'année 12, par exemple, on fait peut-être encore 20 rendez-vous. Mais il y en a 4 nouveaux. Ça fait en sorte qu'il y a une progression comme ça. Donc, si vous le voyez, il y a toujours une constante. Il y a toujours une constante de rendez-vous. Parce que le bout dangereux, c'est d'arrêter de faire des rendez-vous. Comme je parlais tout à l'heure, c'est le principe des montagnes russes. On ne veut pas que vous fassiez des montagnes russes. On ne veut pas. C'est comme quand il y a des courtiers qui prennent moins de rendez-vous, on dit, hey, fais attention, c'est dangereux ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre un mois sans rendez-vous. Tu as acheté ton dos en cours, il faut que je les gère. Non, on peut réduire le nombre de rendez-vous. On peut dire, je me gêne des plages horaires de temps de montage de dossier. Fine, tu peux le faire. Tu peux t'arranger pour. J'ai plus de rendez-vous, mais je vais prendre un peu plus de temps. Je vais peut-être me prendre un soir que ça va être juste du montage de rendez-vous. De dossier, pardon. Tu peux gérer ça, mais il faut qu'il y ait une constante. La constante, c'est le nombre de rendez-vous. C'est le nombre de fois qu'on parle avec des gens par semaine. Parce que si on vient sur ce graphique-là,
Ben, si on reste sur ce graphique-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un bassin. Vous voyez, c'est un entonnoir. Okay? L'entonnoir, c'est que plus... Ça, c'est souvent le bout que la majorité des gens ne comprennent pas dans nos industries. Ça, c'est un des plus grands secrets de notre entreprise. C'est que ce pipeline-là, il y a un autre pipeline ici, là, que je pourrais vous montrer, qui serait divisé en 3. D'accord? Tu as client, rendez-vous, prospect. Bon, il y a même une quatrième catégorie là, qui serait en lead. Là. Je ne sais pas bien, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, beaucoup de gens se disent comment je fais pour avoir plus de rendez-vous de clients? Pour avoir plus de clients, pour avoir plus de rendez-vous. Mais le rendez-vous, c'est pas la matière brute. La matière brute, ça peut être le lead, par exemple. Le lead qu'on convertit en prospect, qu'on convertit en rendez-vous, qu'on convertit en client. Donc, il y a vraiment un entonnoir. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que pour arriver avec plus de clients, ça prend plus de leads. Donc, mettons, si on coupait ce bout-là, ça c'était le bout d'entreprise, ce bout-là, ça serait le bout de courtier. Donc, pour avoir plus de clients, il faut prendre plus de rendez-vous. Donc, c'est vraiment un numbers game. C'est littéralement une game de chiffres. Il y a une vidéo sur YouTube que je vous enverrai plus tard, là, qui c'est une vidéo qui montre justement ce principe-là, parce que tu peux te faire dire non plein de fois, puis tu vas décocher des oui. Statistiquement, ça te faisait oui, non, oui. Non, oui, non. C'est une game de chiffres. Tu arrives, puis quand tu arrives, tu t'entends, je me suis dit non toute la semaine, la semaine prochaine, t'en perds 3. La semaine d'après, c'est une catastrophe, t'en perds 1, la semaine d'après, t'en perds 4. Il y a vraiment cette perspective-là à long terme. Une des choses que j'aime montrer, puis ça fait toute partie du professionnalisme, de l'art, de ce que c'est notre job, c'est ça ici. Ça, ce que je viens de faire, c'est la même chose que ça. Vous voyez là, c'est une ligne. Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. C'est la même chose, on a fait exactement la même chose, c'est juste que entre nos deux lignes, peut-être n'était pas totalement droite, la deuxième, mais le principe, c'est qu'on monte. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit arrêter d'isoler semaine par semaine. Ouais, c'est exactement ça. Mais quand on isole à la semaine, on capote. Parce que des fois, on dit, ça va là, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui isolent ça la journée, c'est pas ta journée? Parfait, coucher là-dessus. Pas ta semaine? Parfait. Pas ta semaine. Il faut avoir cette maturité-là de pouvoir se détacher, de voir le long terme. Parce que c'est une game de chiffres. C'est une game statistique. Tu vas te faire dire oui. Il y a des trucs de vente vraiment comme super poussés qui disent que chaque nom t'approche d'un oui. Ok, c'est un peu cheesy, mais c'est vrai pareil. Je veux dire, on ne sait pas, on peut avoir eu le meilleur rendez-vous de notre vie, puis se faire littéralement dire bon, je regarde maintenant, tu vas aller chez Valeur, puis tu passes le prochain, puis tu fais comme ok, parfait, garçon, papier. On ne peut pas le savoir. Puis on ne peut pas garder non plus la même cette attitude-là. Après une défaite, il ne faut pas que tu dises on a perdu, on s'est fait battre par les centres de Buffalo, c'est sûr qu'on se fait battre par la ligne de Tampa Bay. Voyons donc, c'est meilleur. Non, tu peux pas faire. Chaque nouvelle game, chaque nouveau rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est nouveau avec des perspectives nouvelles. Tu ne peux pas garder comme tes crottes de ton ancien rendez-vous. Tu ne peux pas non plus garder tes crottes de je viens de faire un dossier. Ah, la maudite analyse de First National, la cœur, elle vient de me demander un papier que j'avais pas le temps. Ah, le courtier immobilier me demande un délai impossible. Ah, si, ça. Il faut savoir gérer cette pression-là. Il faut savoir également gérer nos émotions. Il faut savoir gérer notre travail de cette manière-là. Nos résultats ne sont pas à court terme. C'est du long terme, constamment. C'est une super belle idée. En fait, il faut qu'on garde cette mentalité-là, parce que sinon, on amène notre passé, on amène tout ça, puis il ne faut pas que les clients le ressentent. Tu sais, on va jouer beaucoup sur cette game-là quand on va parler des rendez-vous, mais ça mérite quand même qu'on en parle. Tu sais, on est dans une perspective de relation client. Ça veut dire que les relations clients, si ça va pas ta journée, là, tu ne dis pas à ton client, regarde, aujourd'hui, j'ai mal dormi, puis non, si le client ne veut pas savoir ça. Tu sais, on est là pour mettre le client sur un piédestal. On est là pour que ce soit le client qui compte. On est là pour montrer à l'affaire, c'est cool. On est là pour réagir. On est là pour s'intéresser même à des choses qui ne nous intéressent pas nécessairement dans la vraie vie. Mais on s'intéresse quand même. J'ai déjà visité la collection de porcelaine d'une cliente. Parce qu'elle avait un mur complet. Je dis, wow, ok. Ah, ça, je l'ai acheté en ligne. Puis c'est ok, c'est cool. Est-ce que j'aime les porcelaines dans la vie? Absolument pas. Mais est-ce que j'aime rendre quelqu'un content d'en parler, puis de montrer ses passions dans un aspect relationnel? Oui.
ça a valu 15 minutes d'écouter quelque chose que je ne connais pas, que j'ai aucune passion, mais j'avais une passion pour que cette clientèle se sente appréciée, se sente écoutée. Parce que, on va en parler encore vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez conjoint, vous avez des gens qui vous aiment, ils vous aiment pour une raison. Ben, nos clients, il faut qu'ils nous aiment pour une raison aussi. C'est pas différent, on n'est pas des machines, on n'est pas non plus des vendeurs de chars usagés. On n'est pas là pour essayer de faire une petite vente rapide, disparaître. On est là pour marquer. On est là pour avoir une présence à long terme. On est vraiment là pour ça. Je veux dire, c'est littéralement fondamental. Il faut que vous ayez cette perspective du long terme. Parce que cette perspective du long terme, c'est ce qui nous permet d'arriver 10 ans plus tard, de servir la même cliente pour la 5e fois. D'avoir fait sa soeur, sa cousine, ses 2 collègues de travail, qu'elle leur collègues ont fait la famille. J'en ai eu quelques histoires comme ça, j'en ai eu une couple, mais tu sais, j'en faisais moins marquant. Il y a une histoire de bouteille de vin qui a voyagé, là, qu'il est rendu à acheter pour comme 30. J'ai écrit combien de clients? 15 clients. Une quinzaine de clients avec une bouteille de vin. Un épisode, cet épisode-là, il t'a apporté 15 dossiers. Au fil du nombre d'années, je sais pas si c'est 8 ans. Mais cette perspective-là du temps, elle est vraiment, vraiment importante. Mais non seulement pour les revenus, je vais y revenir tout à l'heure, mais également par rapport à l'attitude qu'on doit obtenir, qu'on doit avoir. Donc, pas juste regarder sur comment on le fait, ok, je suis comme ça aujourd'hui, comment je vais être dans le futur. Il faut vraiment le voir de cette manière. La progression, elle est vraiment sur du très long terme. Donc, au fil, on va faire un bilan par année. Donc, à toutes les années, on va faire une rencontre annuelle individuelle, par équipe, par division, après ça, par individuel. On va dire, c'est quoi les objectifs, on va regarder ce qui s'est passé, on va faire le bilan, on va aller voir, c'est quoi que vous voulez faire. Il faut que tout soit fait en lien avec ce que vous voulez. Ça, c'est super important. On revient au mouton. Pipeline. Donc, la constante. Donc, malgré tout ce qu'on vient de dire, le stress, les malheurs qui nous arrivent, qui nous frappent, on doit avoir une constante. Ce que vous voyez à l'intérieur de ça, donc il y a pas mal de développements intéressants. Les années se suivent. Il y a une constante au niveau de la prise de rendez-vous, mais ce qui différencie, c'est le type de rendez-vous. Ça veut dire qu'on travaille une clientèle qui est de moins en moins nouvelle. Notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de faire de vous des courtiers à succès. Donc, c'est de vous faire bâtir une clientèle à l'intérieur de notre clientèle. Comment on fait ça? Comme ça. Parce que quand tu arrives à ton année 5 et que tu fais un rendez-vous et que tu en as 10 nouveaux, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ton taux de closing va être beaucoup plus important. Tout ça a un lien avec le taux de closing. Parce que quand tu reparles à des gens, puis en donné, tu sais, quand tu fais un cellulaire, quelqu'un que tu as déjà vendu un cellulaire, la vente est facile. Versus quelqu'un qui s'apprend que tu le vois, c'est la même chose. Donc, quand on travaille une clientèle qui nous connaît, qui est une référence, par exemple, dans un ancien client, une référence d'un ancien client, une référence personnelle, quelqu'un qu'on suit depuis 2 ans, 3 ans, qu'on reparle, ah oui, bonjour, comment ça va, je suis content de parler. Ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on augmente notre taux de closing. À la place de closer 1 sur 20 ou 1 sur 10, on va closer peut-être 5, 6 dossiers. On va arriver pour faire des volumes qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, la perspective de pouvoir faire autant de volumes que ça, elle vient de là. Avec ce qu'on connaît présentement de notre modèle, d'accord? Donc, ce qu'on connaît, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, là, je suis bien honnête. Ce qu'on connaît de notre modèle, c'est que si, mettons, Jean-Philippe et moi, on était en ligne présentement, on pourrait probablement se taper 75-80 000 par année, par exemple. Chacun. Ouais, chacun. Puis, les rumeurs, c'est que le plus gros courtier au Québec fait 100 millions par année de volume. Il y aurait 3 employés il y aurait 3 comme courtiers qui sont salariés au-dessus de lui qui font ces dossiers. L'aspect opérationnel, c'est quand même bizarre. Moi, j'ai dépassé la base de 40 millions le couple de semaines, puis je fais ça à temps partiel 3 jours semaine. Puis là, je tombe à 2 jours semaine à partir de cette semaine. C'est juste pour donner la perspective, c'est que présentement, si on était all-in, Jean-Philippe est travaillé sur Zoho depuis des mois, ben, il a fait quasiment 30-35 millions. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, même si tu prends, dans notre cas, moins de rendez-vous, avec la perspective, c'est plus 20 rendez-vous, c'est peut-être 8 rendez-vous pour nous. Mais ces 8-là, ben, on en close 6. On arrive à faire la même affaire. C'est vraiment envisageable. Puis le fait d'avoir un centre de crédit qui nous assiste, qui nous aide, on arrive, on a à peu près que le dossier à envoyer. Puis l'aspect conversation, c'est pour ça qu'on faisait des exercices, puis quand on est avec des anciens clients, le speech que je vais vous montrer, le script que je vais vous montrer comment faire des rendez-vous, c'est bon, là. Parce que t'es rendu que, quand ça va, les enfants vont bien, on travaille sur le fait. Il y a une hypothèque, ok, parfois on va faire ça. Ah, mais parfait, ça compte tout. Ça devient vraiment très agréable, parce qu'on n'a plus besoin de se battre de la même façon. Alors que quand on est avec 20 nouveaux, comme à notre année 1, ou à notre année 2 avec 18 nouveaux, par exemple, ben on est dans un aspect qu'il faut qu'on conquiert une clientèle. Le modèle est vraiment basé là-dessus parce que tranquillement, pas vite, vous allez de moins en moins prendre de nouveaux clients. Donc, nous, en tant qu'organisation, un de nos obstacles principaux, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, t'arrives, là, OK, là, c'est un mec rendu qui prend sur 20 rendez-vous, il y en a 10 qui c'est des anciens clients, mais là, les 10 autres, comme tu as l'habitude de donner, pour les donner ailleurs.
Fait que vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. L'image que je vais vous donner, c'est que vous bâtissez une clientèle à l'intérieur de notre clientèle. Les règles sont simples. Vous allez, tant et aussi longtemps que vous allez travailler avec nous, vous allez vous occuper de vos clientèles, de vos portefeuilles, comme vous aussi. C'est-à-dire que si vous faites, dans vos 5 premières années, vous faites 800 clients, ben ces 800 clients-là vont vous suivre toute votre carrière avec nous. Si tous les petits qui vont sortir de ces 800 clients-là vont vous suivre avec vous à vitam aeternam égal. Donc à ce moment-là, on va arriver et on va juste rouler sur une clientèle, tranquillement, intégrer de nouveaux mondes, des nouveaux clients, mais toujours rouler sur ça. On a un taux présentement de succès avec 80% de closing de nos anciens clients. À l'année 6, on va reproduire, on va refaire à peu près 80% de notre clientèle de l'année 1. Si on fait 50 clients à l'année 1, ben on a quasiment 40 clients de closing qu'on a à l'année 6. L'objectif que nous visons, ce n'est pas l'objectif que nous avons présentement, mais nous souhaitons obtenir environ une référence par client par 5 ans. Ça, c'est l'objectif qu'on vise. Donc, on a plein de concours qu'on met en place, il y a beaucoup d'appels, le centre de crédit travaille beaucoup, il y a beaucoup de marketing, on travaille vraiment fort de ce côté-là pour aller chercher ces sources de référence-là, mais si on fait un client, on veut le faire moins de fois par an, sur 5 ans, pas par année, sur 5 ans. C'est quand même un objectif assez modeste. Vous allez voir, on demande des dates de renouvellement, on demande des dates, on demande des références, on va vraiment aller à l'ancienne méthode d'aller grinder des dons un peu, mais on ne le fait pas comme les conseillers en sécurité financière vont faire. Parce que les conseillers en sécurité financière, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, regarde, maintenant, il faut que je mange, voici une liste, je vais mettre 10 contacts, c'est là que je parle avec des gens. Puis là, parfait, tu sors celui-là pour le faire. Non? Ok, mais regarde, moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir ces 10 contacts-là. Ils vont grinder leur game comme ça, de cette manière-là. C'est le modèle classique des services financiers. Je sais pas des blagues, d'aller chercher le plus de noms. Souvent, les modèles d'équipe, tout à l'heure, j'ai parlé qu'on s'est inspiré du modèle de courtier immobilier, on s'est également inspiré du courtage des services financiers. Puis, on a 4 employés qui viennent de chez Industriel Alliance, qui viennent dans le fond juste à ce principe. Ils vendaient des rendez-vous. Tu devenais conseiller chez IA, t'achetais 3 rendez-vous par semaine à 80$ chaque. Fait que, mettons, tu payes 240, tu engages à payer 240$ par semaine pour 3 rendez-vous. Dans tes 3 rendez-vous, tu allais chercher 10 noms par rendez-vous. Ton 3 rendez-vous t'a donné 30 noms. Fait que sur ça, ton nom d'appel, t'en as encore 3 rendez-vous, t'as tes 30 noms, tes appels, pour essayer d'aller chercher au moins 5 rendez-vous. Tu vas faire ces 5 rendez-vous-là, tu vas aller chercher encore 10 noms pour ces différents. Tu arrives, tu bâtis une clientèle à la vieille manière. Ça fonctionne, mais ça fait en sorte que les taux d'abandon sont énormes parce que c'est pas juste pénible, ça fait très vieillot, c'est très intense. Tu as l'air de quémander aussi. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Mais ouais, c'est carrément ça. Là. Moi, on m'a expliqué le modèle, je l'ai vécu également en tant que client. J'ai comme, shit, vraiment, il y a aussi moins que ça. C'est vraiment aller voir plus de noms, puis c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Puis si vous voyez, c'est vraiment de la vente sous pression, c'est leur manière de faire. Nous, on essaie d'aller chercher le même bénéfice, mais sans avoir l'air de quémander, sans avoir l'air d'exiger, sans avoir l'air de dire, ben, regarde, si je les ai pas, je mange pas. On veut enlever cet aspect. OK, on va prendre un 30 secondes de pause. On va prendre quelques minutes de pause pour parler de pipeline. Si vous avez des questions sur le pipeline, sur les sujets qu'on vient de parler. Ouais. Après 5 ans, ça, tu as plus de clients qui déjà constamment sur le point. Si tu as, j'imagine, c'est une façon de faire, tu peux continuer à faire un bon nombre de clients, ça va s'installer je te dirais que la plupart du temps, un des gros avantages que tu as, c'est que tes rendez-vous prennent moins de temps aussi. Plus tu avances, plus tes rendez-vous deviennent un petit peu short. Donc, pourquoi? Parce que tu es habitué, tu parles à des gens, ça devient facile. Donc, la réalité, c'est que ça dépend du nombre d'heures que tu travailles, mais ce que nous, on expérimente, ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de limite, sérieusement. C'est juste que tu vas toujours prendre ton 20 rendez-vous, par exemple. C'est juste que dans ton 20 rendez-vous, tu n'en auras peut-être pas 20. Tu n'auras pas 20 nouveaux, tu vas avoir juste 10 nouveaux puis 10 anciens. Ou 10 anciens plus références. Ça fait en sorte qu'au final, tu as quand même 20 rendez-vous, mais tu fais juste closer plus. Mais dans le fond, si tu veux prendre 20 nouveaux plus tes anciens, tout le monde peut le faire. C'est juste une question de qu'est-ce que chacun veut. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Je pense que le record pour une semaine, il y en a 44 rendez-vous. C'est quelque chose comme ça. On peut en faire 11 par jour. D'accord? Dans l'horaire que nous, on a proposé, 10, 11, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. 11 rendez-vous. Puis des fois, on faisait, moi, puis on a expérimenté les demi-heures aussi. Je sais que j'ai déjà comme à 16 rendez-vous avec des demi-heures. C'est très intense, tu n'as pas beaucoup de temps pour envoyer des dossiers, tu n'as pas beaucoup de temps pour tourner des courriels, des appels. Ça se fait. Tu peux faire des sprints comme ça, tu peux faire des marathons. Il y a 2 jours que je fais 22 rendez-vous dans ces 2 journées-là, une journée que je fais du montage. Tu sais, il faut avoir une espèce d'équilibre là-dedans. Mais sincèrement, il n'y a pas vraiment de limitation. Puis en tant que courtier, quand tu commences à avoir un certain succès, tu veux prioriser quand même ta clientèle. Parce que cette clientèle-là, elle rapporte plus parce qu'elle réfère plus. C'est vraiment ça, le but, c'est de les référer davantage. Une fois qu'on est dans cette clientèle-là, on veut d'abord avant tout travailler notre clientèle, puis le reste, les nouveaux, c'est des excès de l'excédent. Votre course à vous, votre marathon à vous, parce que c'est un marathon sur plusieurs années, c'est de vous constituer cette clientèle-là. Puis à partir de ce moment-là, mais juste de prendre l'excédent. Vous allez toujours gérer une clientèle, puis cette clientèle-là, vous réfère, le client, c'est son frère, mais vous, il arrive à toi. Toutes les références qui viennent de la clientèle sont données au courtier.
Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas juste tes anciens clients que tu as, là. C'est tous les fruits des efforts de tes anciens clients, là. Toutes les références des anciens clients, c'est ça qui vient vraiment faire un aspect magique. C'est pas juste tes anciens clients, c'est les références de tes anciens clients. Ça arrive des fois, je veux dire, ça dépend, il y a quand même une perspective d'équipe. Tu vois, il y a quelqu'un la semaine passée qui avait juste trop dans son assiette, qui avait juste trop de dossiers en cours, puis ça faisait vraiment regarder, moi j'ai un achat de triplex de genre 800 000 qui est capable de le faire. Moi je l'ai pris, j'avais le téléphone, puis je l'ai donné à quelqu'un. Donc oui, ça arrive des fois, c'est quelqu'un qui regarde juste trop, c'est quelqu'un qui veut le faire, on va faire un split de commission pour que ce soit représentatif. Donc par exemple, cette personne-là, il y avait un split de commission, puis c'est elle qui gardait quand même le contact dans son pipeline. Donc c'était le conseil qu'il avait donné. L'autre faisait juste l'opération, il faisait la commission sur l'opération, mais le pipeline, le client restait dans le pipeline de la personne. Donc oui, il y a des manières de s'arranger avec ça. Un peu le même principe qu'on fait encore quand quelqu'un prend des vacances. Quand quelqu'un prend des vacances, on va s'arranger pour que ça fonctionne comme ça aussi. L'important, c'est le portefeuille. Qui contrôle le portefeuille, parce que c'est des sources de référence. C'est les autres dossiers. La plupart de nos clients, on va faire plus qu'une hypothèque avec eux. Je vous dis, majoritairement, la plupart de notre clientèle va faire plus qu'une hypothèque. Ça arrive qu'on fasse juste un dossier dans la vie. L'habitude, mais il y a des concepts, le concept de la valeur à vie d'un client chez nous, c'est important. Le concept de valeur à vie, ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'on investit plus d'argent et d'efforts dans la conversion d'un nouveau client que dans le fait de refaire un ancien client. Il y a beaucoup d'entreprises, de très grandes entreprises qui sont dans un modèle d'affaires où ils vont toujours aller acquérir une nouvelle clientèle, où ils vont toujours parler à une nouvelle clientèle. Le meilleur exemple, c'est les compagnies de télécommunications. Les compagnies de télécommunications vont faire un gros deal à un nouveau client. Moi, je suis chez Bell, je vais chez Vidéotron, je vais avoir un sacré bon deal. Souvent meilleur que ce que la rétention va pouvoir offrir à Vidéotron. Pourquoi? Parce que eux autres, c'est une technique d'acquisition de clientèle. Puis eux vont parier sur le fait que leur clientèle va devenir un peu paresseuse dans le temps. Puis les pensions vont se finir. Puis c'est pas 100% des clients qui viennent d'avoir leur pension qui est finie qui vont rappeler immédiatement pour avoir un nouveau forfait. Il y en a qui vont dire, finalement, ça ne me tente pas de refaire le magasinage. Donc ces compagnies-là vont parier sur ce côté-là. Comme les institutions financières à l'époque pariaient sur le fait que 85% de leurs emprunteurs restaient chez eux. Puis que 50% ne magasinaient pas partout. Ça, c'est des chiffres de la SCHF. 85% des hypothèques étaient renouvelées chez le prêteur d'origine. La moitié des emprunteurs ne magasinaient pas leur hypothèque. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une suite ininterrompue de baisse de taux d'intérêt à partir des années 90 jusqu'en 2018. Il y a eu comme 30 ans de baisse de taux à peu près continuelle, 25 ans de... Ça veut dire que tu arrives à ton renouvellement, tu étais tout le temps plus bas, année après année, tu arrivais plus bas. Donc, quand tu arrives, tu dis, chez Desjardins, par exemple, j'ai signé en 2010, j'arrive en 2015, puis mon représentant me dit, hey, ton taux est point cher cette année. Wow! Mais c'est incroyable, ça! Parfait, regarde, c'est cool, c'est vraiment pas que je vais signer. Mais il ne voit pas que peut-être qu'il y avait un point 1 moins cher. Ça, il fait pas l'exercice. Il y a beaucoup d'emprunteurs qui ne faisaient pas cet exercice-là. Donc, ça vient créer justement, c'est un modèle qui est axé sur ça, axé sur le fait de ne pas trop donner d'informations. Donc, lorsqu'on travaille dans une clientèle existante, ce qu'on va viser, c'est le repeat business, la clientèle répétitive. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'on va dire, un client va devenir un ambassadeur. Un client va parler. Pourquoi? Parce que c'est humain. Je viens de changer de cellulaire, je vais observer les cellulaires des autres pendant l'espace de quelques semaines. Donc, quand on vient de faire une acquisition, par exemple, on vient de consommer quelque chose, on va se mettre à comparer. Je viens d'acheter les pneus, hey, qu'est-ce que les pneus sont chers? Puis on a comme une fenêtre d'intérêt pendant une semaine ou deux, parce que là, je regarde les pneus, hey, c'est un prix, un bon prix, il me semble que j'ai magasiné pas. Ce moment-là, nous, on veut en profiter pour que les gens parlent d'eux. On veut en profiter pour que nos clients deviennent, hey, au bureau, hey, j'ai une négociation hypothécaire. Ah ouais, t'as passé avec qui? Je sais que c'est hypothécaire, c'est vraiment cher. Ah ouais, t'as son numéro? Ouais. Nous, en tant qu'organisation, on va vraiment marketer ces moments-là. On va marketer cette clientèle-là pour aller chercher ce repeat business. C'est pas juste le repeat business, la business d'ambassadeur. Donc, mettre nos clients en tant qu'ambassadeurs, puis on leur dit littéralement, on leur dit, on leur envoie, puis vous êtes maintenant un ambassadeur de marque. De toute façon, on a aussi pas mal de 400 reviews positifs sur Internet. On est l'équipe qui en a le plus au Québec, à l'exception de Carwise. Carwise, on peut peut-être payer, on ne sait pas. Mais on est ceux qui en ont le plus. Donc, ça, c'est déjà vraiment important. Puis, c'est des vraies personnes. On essaie d'aller générer plus de ça, mais il y a beaucoup de monde qui le font pas. C'est correct. En tant que consommateur, moi, je magasine beaucoup sur Amazon, puis je vais voir les avis. S'il y a juste 3 avis, je ne l'achèterai pas. Mais s'il y en a 200, ça va donner plus confiance. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de points de décision en tant que consommateur. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être d'aller voir l'avis, de dire, OK, ils ont 300 avis sur Facebook, mais parfait, je fais affaire avec eux autres. J'ai trouvé sympathique en plus, Mario, on va faire mon hypothèque là. On ne sait pas c'est quand, ça peut être totalement. On pourrait boucler des journées, on pourrait boucler des rendez-vous 7 jours par semaine. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous accorder le privilège de bâtir vos agendas comme vous le voulez.
Dans le fond, ce que vous devez faire, c'est que vous devez barrer, vous allez voir quand on parle de vous devez barrer ce que vous voulez, ce que vous êtes occupé. Donc la nuit, la semaine. Faut vous le barrer, pour vrai, faut vous le barrer. Faut vous barrer tout. Les vacances, Noël, les fériés, les pédagogiques. Il faut barrer. Non, mais c'est vraiment fondamental. Il faut barrer ça. Vous allez voir, il faut vraiment barrer. Sinon, on bloque. Même les fins de semaine. Si vous êtes pas disponible, barrez. Si vous êtes ouvert, vous allez avoir des rendez-vous. Ouais, exact. Ouais. 3 soirs de rendez-vous. C'est ça que moi, je demande au moins 3 soirs de rendez-vous. Pas au moins 3 soirs de rendez-vous. C'est ce que moi je fais, c'est ce que Jean-Philippe fait également. Ça veut dire que dans la semaine, j'ai un soir que je vais prendre personnel. Que je vais soit faire du sport ou des autres activités dans n'importe quoi de réseautage ou je vais être juste avec la maison de ma femme. Je vais prendre un soir par semaine. Grosso modo, ça veut dire que je suis 4 soirs sur 7 sur du temps personnel. Quand on regarde ça comme ça, finalement, le sacrifice n'est pas si ultime ou si désespéré ou si grand que ça. Il faut toujours mettre les choses en perspective. Ouais. C'est ça, en fait, exactement. Puis certaines personnes vont dire, ben moi, je suis capable de travailler dès 6 h le matin. Moi, à 6 h, je suis devant mon enfant. Ouais. Je veux dire, rendu là, moi, c'est pas ça. Puis, mais il y a des clients, on a des courtiers qui ouvrent à partir de 9 h. Puis, on avait un courtier à l'époque, Pierre, qui a fait sa retraite, qui ouvrait à 8 h. Puis, il y avait toujours 8 h, 9 h débouqués. Il y avait des gens, il y a des clients pour toutes les heures. En fait, à l'époque, on avait plus une espèce de mentalité où est-ce que les meilleurs rendez-vous, c'était les rendez-vous du soir. Sauf que ça, c'était une mentalité où est-ce qu'on rencontrait les gens uniquement en personne. Dans une perspective où est-ce qu'on fait un tiers, 2 tiers, on faisait auparavant un tiers, 2 tiers à peu près, donc un tiers en personne, 2 tiers au téléphone, ben on voyait que les rendez-vous au téléphone, il y avait, ça change absolument rien. Je veux dire, tu prends un rendez-vous, puis t'es à 1 h de l'après-midi, t'es à 5 h, ça change absolument rien. Les rendez-vous en personne, c'est plus rare peut-être, c'était plus rare à l'époque, des rendez-vous durant la journée, c'est ce qu'on voyait souvent, c'était une journée par semaine où on était sur la route souvent. Donc, un mercredi, on partait le matin, puis on avait 4 rendez-vous sur la route. Ça, c'est des choses qu'on voyait plus souvent. Maintenant, on a la cause de la pandémie, les rendez-vous téléphoniques ont beaucoup de place. Il y a les rendez-vous webcam qu'on commence tranquillement, on en fait une fois de temps en temps, mais c'est pas de quoi qui est super demandé non plus. C'est pas comme si c'était là, on est obligé de le faire. C'est pas cette perspective-là, on est encore là-dessus. Mais oui, on peut passer l'agenda comme on le fait. Tu sais, si par exemple, quelqu'un dit, ben moi, je fais mon montage de dossier le matin, à la place de le faire le soir, pas de problème. Quelqu'un dit, moi, le soir, regarde, je vois plus clair, ça marche plus, correct. Commence à faire du travail à 6 h, fais ton montage de dossier, tes retours de courriel dans 6 puis 9, commence à le voir à 9 h. Je ne jugerai pas, moi je pense que vous allez m'entendre beaucoup parler de s'adapter selon notre caractère. Je parle beaucoup vous allez voir que je parle beaucoup de couleurs par rapport au type de personnalité. Mais il y a aussi cet aspect-là, l'aspect d'organisation. Si t'es un gars du matin versus un gars du soir, ou t'es quelqu'un qui préfère travailler une fin de semaine de temps en temps, tu dis, je vais m'ennuyer si je travaille pas, ben faites-le. Je veux dire, par rapport à votre temps, vous êtes les maîtres de votre temps. Moi, en tant que coach, je veux juste vous pousser. Rendu là, c'est un équilibre entre ce que vous voulez faire et les besoins de la compagnie. Il y a vraiment une espèce d'équilibre, mais ultimement, c'est pas un club med. Non, mais c'est pas un resort. Dans le fond, c'est qu'il y a des obligations. Dans le professionnalisme, un des aspects importants, c'est que ces obligations-là, ils sont doubles. Vous avez des obligations envers vous-même. Vous avez des responsabilités envers vous-même. Ça veut dire que vous devez de poursuivre, de travailler fort, d'avoir cette notion de sacrifice-là. Vous le devez. Vous faites un sacrifice. Vous vous lancez en affaires. La seule chose, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre 100 000 en cash. Ce que vous devez faire, c'est que vous mettez 40, 50, 60 heures semaine, 35, peu importe. C'est ça votre investissement, c'est votre temps. C'est votre apprentissage, c'est comment vous allez. Il faut faire les choses. Comment vous allez vous impliquer. C'est ça votre investissement initial. C'est pas du cash. C'est peut-être une unité de carte de revenu par rapport au fait de regarde, on ne peut pas de revenu pendant un ou deux, puis la roue n'est pas commencé. C'est ça votre investissement. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre maison pour aller chercher 100 000 et investir dans un restaurant, dans un coffee shop. Dans n'importe quelle affaire qu'on peut investir quand on veut qu'on se lance en affaires. Votre perspective elle est différente par rapport à un manque de revenus, par rapport à cet investissement mental. Votre responsabilité envers nous, c'est de le faire. En fond, juste pour que ça soit bien clair, nous investissons beaucoup de temps et d'argent pour vous. Un rendez-vous, ça coûte plus que 100 $. Juste pour que vous le sachiez, ça coûte 100 $ un rendez-vous. D'accord? Fait que, juste pour revenir sur la perspective, ça coûte cher. Fait que si vous comprenez, toute une question de grande échelle. Donc, pour nous, c'est plus on en fait, plus l'entreprise se porte bien. C'est vraiment un équilibre. Ça veut dire que c'est pas, OK, tel dossier, tu fait tant d'argent en tant qu'entreprise. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment, pour qu'on devienne vraiment très rentable, il faut avoir un effet d'échelle. Il faut avoir un effet de grandeur. C'est vraiment ça. On ne peut pas être moyen. C'est sûr qu'on est petit. Si, mettons, Jean-Philippe et moi, on était tous les deux avec 2 employés, on ferait beaucoup plus d'argent maintenant. Mais
le levier financier est pas mal plus intéressant quand on arrive, on est 20, 25, 30 courtiers, parce que non seulement le levier, mais ce qu'on peut faire, comment on peut marquer l'industrie, comment on peut modéliser, changer les mentalités, aller chercher une clientèle, puis vraiment créer une expérience. On ne peut pas la faire l'expérience quand on est deux. Quand on est 20-25, on peut vraiment littéralement changer le modèle. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle éventuellement ça se peut équiper bien, c'est parce que c'est pas nous les vedettes, c'est le système. C'est vraiment comme ça qu'on voit la façon vegan. Donc, ça coûte très cher vous partir. Ça me coûte très cher à vous. Ça me coûte très cher à nous. Ça me coûte très cher en temps également. Ça me coûte très cher en parrainage, en mentorat. C'est vraiment un gros investissement. C'est une promesse que je vous fais, je vais m'investir pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez votre question, je vais vous répondre. Je pense que certaines personnes l'ont déjà constaté. Je vais être là pour vous appuyer. Jean-Philippe va être là pour vous appuyer. Vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des questions, on va être là. On va pas vous faire sentir niaiseux, juste des fois. Puis c'est pour que vous compreniez aussi que des fois, votre méthode d'apprentissage, c'est écouter tes oreilles. Ouvre tes oreilles, écoute, puis apprendre de tes erreurs, puis apprendre par ton corps. C'est un processus, je veux dire. Ça prend du temps avant des fois d'acquérir certaines notions. C'est exactement le même principe. Ça va vous prendre un certain temps pour acquérir cette notion-là, puis on est là pour vous appuyer pendant ce processus-là, pendant le processus où vous allez croître. Donc, un investissement en argent très considérable qu'on va faire vers vous, puis un investissement en temps également considérable. Et vous nous devez de durer. Vous nous devez de réussir. Votre réussite, elle va être différente d'une personne à l'autre, dans le temps également, puis dans le volume. Parce qu'on va respecter le volume que vous allez vouloir faire, comme je le répète. On va le respecter. Fait que rendu là, ça va peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, là, on n'a pas de conversation par exemple. Ça va bien, on est parti là où il va vraiment bien avancer. Fait que ces responsabilités-là sont doubles envers vous, puis envers nous. Fait qu'on ne peut pas arriver pas une académie où vous faites vos formes pour aller chez une après. C'est pas ça. Je pense que vous le sachiez. Je pense que vous le savez.